Mais vous verrez que cette ville de Pont-de-Vaux gagne à être connue. Elle est riche d'un passé qui est absolument extraordinaire. Et cette visite débute donc dans ce nouveau bâtiment, qui est plutôt ancré dans le 21e siècle, énergie renouvelable, etc. Développement durable, on dit. Tout à fait au bord de la Reyssouze, ce qui nous ramène à la fin du 8e siècle, époque où l'on trouve la première mention de la ville de Pont-de-Vaux. À l'époque, c'était plutôt il n'y avait rien encore au 8e siècle. Des terres ont été données en cadeau à un petit comte local. Enfin, c'est le comte de Mâcon qui donne à un petit seigneur local qui fait édifier un pont sur la Reyssouze et donc va naître comme cela Pont de Vaux, c'est-à-dire le pont sur le Val, dans le Val, puisque quand vous venez de Feyant ou de Saint-Trivier, ça descend. Donc ici, nous sommes vraiment dans un petit Val, et c'est donc le pont sur le Val, pont de Valis, pont de Saône pour le chanvre, puisque Richelieu, ministre de Louis XIV, met en place une nouvelle politique de découverte de nouveaux territoires où on a besoin de beaucoup de voiles et de cordes. Et une grande partie de la production du Val-de-Saône, c'est-à-dire en gros de Pont-de-Vaux jusqu'à un peu au nord de Toisset, part dans les corderies royales, notamment à La Rochelle. Cette activité va décliner petit à petit au XIXe siècle. On va un peu abandonner la Reyssouze, sauf pour le travail des lavandières, et c'est un peu plus loin, à peu près, oui, là où est la voiture, puisque là nous sommes en plein milieu de la Reyssouze, dans les années 70, et puis un petit mot qui résume l'activité économique de la ville. Ce qui fait l'importance de notre ville, c'est avant tout son commerce. Les foires et marchés de Pont-de-Vaux sont réputés pour l'abondance, la variété et la qualité des produits. Marchands du dehors, maquignons, commissionnaires en bestiaux, y viennent très nombreux et les transactions y sont les plus importantes. 500 paires de bœufs, 7500 veaux, 7000 porcs gras, un grand nombre d'autres bestiaux, vaches, génisses, taureaux et petits porcs sont expédiés chaque année de Pont-de-Vaux sur Lyon-Vèze, la Suisse, Mulhouse et Paris. Enfin, on calcule que 140 000 poulets, 16 000 lapins, 130 000 kilos de beurre, 130 000 douzaines d'œufs sont achetés annuellement sur nos marchés pour être envoyés dans les grands centres de consommation de France et de l'étranger. Ces chiffres qui se passent de commentaires font assez ressortir l'importance commerciale de notre ville. C'est quand même assez extraordinaire. Ça donne un peu le tournis d'entendre ces chiffres. Alors on ne connaît pas vraiment les chiffres du XVIIIe siècle, mais Pont-de-Vaux au XVIIIe devait être assez fascinante. La seigneurie a été rachetée par le seigneur Bertin, donc dans les années 1770. Bertin était un financier parisien qui s'occupait du trésor casuel, c'est-à-dire les biens personnels de Louis XV. Lorsqu'il arrive à Pont-de-Vaux, il est absolument ébahi par l'activité commerciale de cette ville, notamment par le commerce des céréales, et probablement aussi des volailles, mais à un moindre niveau. C'est plutôt les céréales probablement et les échanges avec le Mâconnais qui priment. Mais lorsqu'il arrive à Pont-de-Vaux, il constate aussi qu'il faut presque 4 heures pour gagner la Saône depuis Pont-de-Vaux en empruntant le cours de la Reyssouze, qui est extrêmement sinueux. Donc c'est lui qui lance cette idée d'un canal, donc qui, je vous l'ai dit, ne sera pas complètement réalisé. Il restait juste l'écluse à terminer au moment où la Révolution s'est déclenchée. Et le canal n'a été mis en eau qu'au début du 19e, dans les années 1830. Au milieu du XVIe siècle, sous l'instigation d'Angèle Merici, qui était une jeune fille, qui, après un voyage, un pèlerinage en Terre Sainte, décide de se consacrer à Dieu, et notamment aux enfants orphelins, pauvres, etc.
Alors ce qui est intéressant, c'est que cet ordre est d'abord informel. Elle doit avoir un charisme assez extraordinaire, cette jeune femme, puisqu'elle fédère autour d'elle un nombre important de femmes qui vont l'aider dans la mission qu'elle s'est assignée. Cet ordre donc n'a pas de maison mère, n'a pas de maison fille non plus, par définition, ne porte pas d'habits conventuels, elle ne prononce pas de vœux, mais elles font un travail qui est absolument extraordinaire. Et à la mort d'Angèle Merici, donc à la fin du XVIe, c'est l'évêque Borromée, l'archevêque Borromée, qui reprend fondation d'un courant pur. Alors pourquoi cet ordre a progressé aussi rapidement? Bien parce qu'il faut se remettre dans l'optique de la contre-réforme qui se met en place. Cette religion protestante fait très peur, y compris à Pont-de-Vaux, puisqu'à Pont-de-Vaux il y a eu donc une communauté de protestants. Ils avaient leur temple probablement vers Ressoud. Il y a d'ailleurs une chanson qui personnages qui interviennent, qui sont vraiment intéressants, dont un personnage qui s'appelle Guichelet, qui était un prêtre, mais aussi qui écrivait des fables. Et on essaie de les sauver. D'ailleurs, à Pont-de-Vaux, on n'est pas dans une approche très rigoureuse, très dure en tout cas, de la Révolution. Pont-de-Vaux est plutôt une ville ouverte sur le plan des idées, donc elle est républicaine, et un certain nombre de personnes importantes à Pont-de-Vaux vont œuvrer pour faire en sorte que cette révolution se déroule de façon originaire de Pont-de-Vaux. Antoine Frère Jean est né en 1726 à Pont-de-Vaux, dans une famille pas des meilleurs, il travaille de cuivrerie. Et cet Antoine Frère Jean a l'air assez ingénieux. À 18-20 ans, il part à Paris. Il va s'engager chez un fondeur, le long de la Saône, à Vèze, et il est remarqué pour ses talents, l'ingéniosité qu'il amène dans cette entreprise. Et finalement, il épouse la fille du patron, ça se fait beaucoup, apparemment. Et il va prendre la direction de cette entreprise et vraiment, elle va devenir vraiment florissante. D'ailleurs, il y a, alors, au musée de la Marine qui vient de fermer, là, à Paris, pour rénovation, il y a une maquette on appelle ça un bathyscaphe, un bateau. Le premier bateau à vapeur sur la Saône. Alors il y a une bataille avec Paris parce qu'à l'époque il y avait beaucoup de sociétés scientifiques et d'énormes rivalités entre les grandes villes de France, et notamment une rivalité entre les temps sont très compliqués à Lyon. La contre-révolution c'est la terreur, et alors je ne sais jamais lequel des deux frères est fait prisonnier. Et on l'accuse d'être contre-révolutionnaire, donc sa tête passe tout près du billot. Et c'est Joubert qui, de passage à Pont-de-Vaux, entend parler de ce frère Jean, qu'il connaît bien, ils se connaissent, fonce à Lyon, le tire de ce mauvais pas, et c'est là que les frères Jean décident de casser tous leurs moules, parce qu'ils ont décidé de se reconvertir dans une fonderie de canons. Donc ils cassent tout ce qu'ils ont à Lyon et ils viennent s'installer à Pont-de-Vaux. Donc en 1994, ils rachètent des bâtiments ici et ils installent une fonderie de canons qui va durer à peu près 4 ans. Donc on estime qu'à peu près 800 canons vont être fondus à Pont-de-Vaux grâce aux cloches des départements de l'Ain, du Jura, de Saône-et-Loire qui sont acheminées, tant bien que mal d'ailleurs, commerciales entre guillemets. La terreur est passée, et ils vont développer leur activité de façon absolument extraordinaire. Ce sont les premiers à installer des hauts fourneaux dans l'Isère, et à la fin des années 60, là encore de façon extrêmement brillante, ils décident de tout revendre parce qu'ils savent que les frontières économiques avec l'Angleterre vont s'ouvrir, qu'ils ne sont pas en mesure de supporter leur avancée, ou en tout cas leur retard technologique à eux, et du jour au lendemain, ils vendent absolument tout,
et ils se reconvertissent dans la presse, et c'est le début du charivari, de la presse à sensation. C'est une façon assez extraordinaire de voir, de prévoir en tout cas l'avenir commercial de leur entreprise. Voilà, donc la famille Frères Jean existe toujours. Il y en a à Chavagneux, enfin la tour de Chavagneux à Mognonnin, et puis un très bon livre qui a été écrit sur l'épopée des Frères Jean, qui est vraiment intéressant. Tout à fait. Oui, il y a des sortes de salades. Et le dieu du commerce, dieu des voyageurs, et puis de part et d'autre, alors vous avez à gauche le sceptre, puisque c'est aussi celui qui soigne Mercure, donc ça a été repris par les pharmacies, cet emblème. Et puis à droite vous avez l'encre, ça c'est une allusion au port et au canal. Et puis vous avez des céréales qui sont le symbole de ce commerce et de cette prospérité économique. Inspire son nom et celui de son épouse un petit peu plus loin. Alors la famille Balland est intéressante. Elle succède à la famille Chabot. Les Chabots, ce sont des Bourguignons. C'est là que se situe un petit épisode quand même qui est important pour Pont-de-Vaux. François Ier, c'est le fils de Louise de Savoie. La Savoie appartient au Saint-Empire romain germanique, donc notamment à Charles Quint. François Ier revendique donc cette Savoie, la Bresse, le Revermont, etc. Et en 1535, il ordonne à la famille Chabot d'envahir la Bresse et de prendre possession des terres. D'ailleurs, on pense qu'à cette époque-là, la tour est rehaussée pour qu'on voit bien que les Français ont pris pouvoir du lieu. C'est une supposition, on n'en est pas complètement sûr, il faudra faire des analyses architectoniques, c'est un peu compliqué. Mais on suppose que la tour a été rehaussée à ce moment-là pour bien identifier le nouveau centre du pouvoir français. Mais en 1559, de nouveau, la Bresse revient à la Savoie et Charles-Emmanuel de Savoie fait une entrée triomphale à Pont-de-Vaux. Il est tellement bien accueilli par les Comtés-Valois qui lui ont fait un grand arc de triomphe en son honneur, etc., qu'il décide de leur offrir une foire, et c'est la fameuse foire de la Saint-François qui sévit à Pont-de-Vaux tous les deuxièmes dimanches d'octobre. Enfin, je dis sévit parce qu'autrefois c'était une foire aux chevaux, maintenant il y a 2 lamas et 3 perroquets à peu près, et il y a beaucoup de choses plus ou moins intéressantes. Enfin, ça tire beaucoup de monde. Nous sommes en plein gothique flamboyant, donc plutôt 14e, 15e siècle. Probablement 15e siècle, milieu du 15e siècle, même la fin. Donc un bâtiment qui a été remarquablement restauré par les propriétaires. Alors, il faut faire abstraction du toit. Le toit n'a rien à voir, il n'était pas du tout comme ça à l'origine. Il a été refait au 18e, mais la tour et toutes les parties en pierre, sur la gauche en tout cas, sont probablement de l'époque Renaissance, mais de style néo-gothique. Voilà, donc il y a un petit décalage probablement entre le style et l'époque. Alors, cette... Un bois qui est fait pour être visible, il est fait pour être recouvert. Et le plancher a été complètement refait au XIXe siècle. Mais bon, en tout cas, cette salle est magnifique. Elle abrite encore la galerie des hommes illustres.
C'est autour de cette galerie que le musée a été fondé il y a 151 ans, en 1866. Le maire de l'époque, constatant le début du déclin économique de Campo, demande à un peintre, Alcide Berger, de constituer cette galerie des hommes illustres afin de donner une légitime fierté aux habitants de Campo et un esprit d'émulation à la jeunesse. Alors pendant toute cette visite, je vous ai beaucoup parlé de Racle. Racle est un grand oublié. Lorsqu'il est mort, donc en 91, Joubert était encore ici à Campo, juste avant qu'il ne parte, et il a tout fait pour que un buste soit érigé en la mémoire de Léonard Racle. Et en fait, il est parti tôt, enfin bref, il n'a pas pu s'en occuper jusqu'au bout, donc il n'y a pas eu de buste. Et dans la liste des 23 portraits fondateurs du musée, il y a également le nom de Léonard Racle, mais il n'a pas été réalisé non plus. Donc vraiment, ce Léonard Racle n'a vraiment pas de chance. J'ai essayé de faire en sorte de lui donner un nom de rue à Campo, mais ça ne s'est pas passé non plus. Donc l'année prochaine, ou dans 2 ans, je ne sais plus, il y aura une exposition sur Léonard Racle qui sera présentée par les amis du musée. Et là, on va découvrir un personnage qui est vraiment un personnage extraordinaire.